Bonjour à toutes et tous, ça marche, non? J'ai l'impression que Si, oui. ça marche. Ça marche très bien. Formidable. C'est pas un sujet qu'on aborde souvent à l'IREMO que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et les troubles qui la traversent en ce moment. Je rappelle pour mémoire que le héros de la journée, c'est-à-dire Mohamed Ben Salman, a été nommé prince héritier et premier vice-premier ministre depuis le 23 juin 2017. Et il avait 31 ans, vérification faite. C'est exact? À peu On ne près. sait pas exactement. À peu près, oui. Oui, on sait, voilà. Bon. Pour l'instant, avant ses talents à la scie, on savait surtout de lui qu'il avait engagé des réformes intérieures qui sont à la fois un mélange d'ouverture, en tout cas d'ouverture apparente, sur un certain nombre de questions sociétales, mais aussi, et je dirais surtout sans doute, de répression très forte de l'opposition, avec le rythme de purge assez massif. Les initiatives extérieures sont nombreuses et pour l'essentiel peu réussies. L'embargo contre le Qatar, l'enlèvement de Saad Hariri, le Premier ministre libanais, la guerre au Yémen aussi, et surtout, sans doute, et puis d'une manière plus globale, le renversement d'alliances en direction d'une alliance avec Israël et les États-Unis face à l'Iran. On avait quand même au total l'impression d'un jeune dirigeant avec une montée en puissance irrésistible, appuyé, pour les raisons que j'ai dites sans doute, sur Washington et Tel Aviv, jusqu'à un double coup d'arrêt, serait peut-être trop dire, Olivier nous le dira, mais enfin un double problème avec le roi Salman, son père, qu'il a désavoué à la fois sur la question de la privatisation de l'Aramco et d'autre part sur la question sans doute plus importante à l'échelle internationale de l'abandon de Jérusalem et au-delà des Palestiniens. Bref, ce que je voulais dire, et je m'arrête là parce que sinon je m'engagerai là où Olivier va commencer, c'est que Mohamed Ben Salman était déjà en difficulté avant l'affaire Khashoggi, dont il a été, comme vous le savez, officiellement innocenté par la justice saoudienne. Donc évidemment, c'est une justice qui est un peu juge et partie, c'est le cas de le dire, mais dont quand même, pour autant que j'ai pu lire ce week-end, la plupart des observateurs, à de très rares exceptions près, sont persuadés qu'il a forcément à un moment donné donné le feu vert à l'opération qui a été menée avec les conséquences que l'on sait. Au fond, la question que moi j'aimerais poser à Olivier, que je vais vous présenter, c'est est-ce que après ces péripéties, Mohamed Ben Salman va pouvoir continuer à diriger à sa guise l'Arabie Saoudite, ou bien est-ce que la marge de manœuvre qui est la sienne s'est trouvée réduite par ce qui s'est passé. Alors Olivier est très bien placé pour nous parler de tout ça. C'est un journaliste, un essayiste, un syndicaliste aussi. Il a fait toute sa carrière professionnelle à RFI, Radio France Internationale, où il est entré en 1983, 5 ans après avoir été diplômé du CFJ, et dont il est actuellement rédacteur en chef. Je signale qu'il a milité activement au syndicat national des journalistes et qu'il a même présidé la commission de la carte professionnelle, de la carte d'identité des journalistes professionnels. Il a écrit pas mal de bouquins, notamment sur le Golfe et en particulier sur l'Arabie Saoudite. Je les cite pour mémoire: Qatar, les nouveaux maîtres du jeu, qui est un ouvrage collectif chez Demopolis en 2013.
C'est 30 ans qui ébranlèrent le Golfe Persique aux éditions du Cygne en 2011. Géopolitique de l'Arabie Saoudite chez Complexe à Bruxelles en 2006. Et le premier livre, je crois, de mémoire, Golf, le jeu des 6 familles, que tu avais écrit avec Gérard Grisbeck chez Autrement en 1985. Donc tu es très bien placé pour répondre aux quelques questions que je me suis permis de te poser. La règle du jeu t'est connue, donc tu as 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, ce dont tu as besoin pour introduire la discussion. Et puis ensuite, nos amis te poseront des questions, contesteront tes appréciations, applaudiront à tes analyses. Enfin, ils feront comme ils voudront et toi, tu auras pour tâche d'y répondre. Voilà. Donc, c'est à toi. Je prends le micro. Non, tu as le tien. Mais je crois que c'est pour la caméra. Oui. Bon. Tu crois? Bon, pas de problème. Évidemment, si ça part en petits morceaux. Bonjour. J'ai été tenté, mais j'ai résisté à la tentation, de vous parler longuement de l'affaire Khashoggi. Et en fait, je me rends compte que ce serait une facilité. On va en parler forcément à un moment ou à un autre, et notamment dans le cours de la discussion. Mais il m'a paru finalement plus important de remettre les choses en perspective et voir dans quoi ça s'inscrit, ce qui permettra aussi de voir quelles sont les marges de manœuvre des différents acteurs de cet épisode dramatique qui, en effet, a changé pas mal de choses. Je dirais que, quand on va en arrière, la question qui est posée, c'est où on place le curseur. Moi, je vais le placer à la dernière succession qui est intervenue, c'est-à-dire en janvier 2015, lorsque le roi Salman a succédé à son demi-frère, le roi Abdallah. Le roi Salman, qui a très longtemps été gouverneur de Riyad, très apprécié des Occidentaux, qui jouait un rôle d'équilibre au sein de la famille régnante, était le mieux placé, de toute façon il était prince héritier, mais il était le mieux placé pour, en effet, assurer cette succession. Et il a, comme il convenait, nommé prince héritier celui qui était son vice-prince héritier, désigné par l'ancien roi, qui avait créé cette fonction pour être sûr que celui-ci deviendrait un jour le roi. C'est le prince Moukrin, qui est le plus jeune des fils encore vivants du roi Abdelaziz, fondateur du royaume. Et puis, il a nommé l'un de ses plus jeunes fils, qui n'avait à l'époque que 29 ans, ministre de la Défense. Et en fait, c'était un quasi-inconnu en dehors des observateurs très rapprochés du fonctionnement du royaume. Contrairement à beaucoup d'autres princes, il n'a pas étudié à l'étranger. Et il a toujours accompagné son père, notamment les années précédentes, en tant que secrétaire particulier. Et donc, vous pourriez utiliser l'autre micro, celui-ci n'est pas... sinon on va être trop chargé mais bien sûr. les sons. Merci beaucoup. Donc celui-ci fonctionnait très bien. Et donc, c'est lui qui, en tant que secrétaire particulier du gouverneur de Riyad, décidait qui et quand avait accès à son père. Et ça lui a permis, en assistant à tous les entretiens qui avaient lieu dans le cadre de la famille, où il réglait les différends, de se familiariser avec le fonctionnement de ce système. Et probablement d'apprendre beaucoup de choses aussi sur les turpitudes des uns et des autres, puisque dans les conciliations, il faut bien confier quelques secrets. Tout ça pour dire que depuis 2015, rien ne fonctionne comme avant. Et il a fallu désapprendre tout ce qu'on avait appris sur le fonctionnement du royaume saoudien. La saoudologie, c'est un petit peu comme la kremlinologie dans les dernières années de l'Union soviétique. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, on voit les signaux extérieurs et on essaye d'en déduire les processus par lesquels on y est arrivé. Avec l'Arabie saoudite, ça marchait relativement bien parce qu'en se référant au passé, on avait quand même de très bonnes chances de prédire correctement ce qui allait se produire. On pouvait se tromper, mais globalement, ça fonctionnait. Rien ne fonctionne plus comme ça depuis janvier 2015, comme on l'a très vite découvert. Et donc, je vais commencer par passer en revue très très rapidement les changements, et ils sont assez décoiffants, qui sont intervenus. Ça a commencé par le fait que ce jeune homme de 29 ans a pris le ministère de la Défense, et que rapidement on lui a aussi confié la supervision des organismes liés à la sécurité et à l'économie. Ce qui fait que même s'il n'était que ministre de la Défense,
finalement, il empiétait sur les attributions de ministres beaucoup plus âgés et importants que lui, y compris le ministre de l'Intérieur, qui était pourtant le prince héritier, son cousin Mohamed Ben Naïef, le fils de l'ancien ministre de la Défense, de l'Intérieur, pardon. Et puis, il va s'en suivre une série de promotions successives jusqu'à ce qu'il devienne prince héritier en juin 2015. Mais ça passe d'abord par des purges. On élimine tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Et il y en avait beaucoup. Les oncles, les cousins, plus âgés, plus expérimentés. Et de purge en purge, ils vont être écartés de leur poste, y compris des gens qui étaient considérés comme extrêmement puissants précédemment. Il s'en prend également aux islamistes, et derrière ça, il faut voir un panorama extrêmement large qui va des djihadistes aux opposants chiites, dont tous n'avaient pas des actions violentes à se faire reprocher. Et pourtant, il y aura une vague d'exécutions massives en janvier 2016, décidée par le roi et le prince héritier, enfin, je veux dire, par la justice saoudienne. Vous m'avez compris que c'est en fait un choix politique, et parmi lesquels un cheikh très respecté chez les chiites de la province orientale, le cheikh Nemer an-Nemer, à qui on pouvait reprocher des discours effectivement très virulents, mais pas d'actions violentes en tant que telles. Pourtant, il va être exécuté comme terroriste, comme le sont tous les autres qui seront exécutés en même temps. Mais d'ailleurs, maintenant, en Arabie Saoudite, et ça date d'ailleurs de l'ancien roi Abdallah, le simple fait d'être dans l'opposition est une qualification de terrorisme, comme l'est d'ailleurs l'athéisme et bien d'autres chefs d'accusation qui ailleurs pourraient éventuellement valoir des amendes ou la prison, mais certainement pas la peine de mort. En Arabie, si. Cette purge frappe un peu plus tard, mais déjà les signaux étaient là avant, des intellectuels qui s'opposaient ou qui exprimaient des divergences marquées avec la politique suivie. Et ça, on va voir ça arriver en septembre 2016, je crois, juste avant, non, 2017, pardon, 17, juste avant la fameuse rafle où des membres de la famille régnante et des hommes d'affaires, à peu près 300 au total, vont être confinés dans un palace, un hôtel de luxe, le Ritz-Carlton à Riyad. Mais ça n'en fait pas du tout une prison dorée, puisque selon les témoignages qu'on a pu recueillir, certains d'entre eux ont été battus, maltraités, privés ou en tout cas mal alimentés. Et il y a même eu des morts au cours de cette détention. Et donc, c'est à cette occasion-là que le chef de la garde nationale, le fils de l'ancien roi Abdallah, a été arrêté et démis de ses fonctions, et que un homme d'affaires, membre de la famille royale, connu mondialement, le prince Al-Walid Ben Talal, a résisté aux pressions jusqu'au moment où il n'a plus résisté. Il est ressorti visiblement extrêmement choqué et délesté, comme tous ceux qui sont sortis, de sommes très importantes et d'avoirs qui ont été transférés soi-disant à l'État, en réalité sous le contrôle de Mohammed Ben Salman, sachant que cette rafle avait pour cause la lutte contre la corruption, cause affichée, décidée par un organisme présidé par Mohammed Ben Salman, créé quelques heures avant ou après les arrestations en question. Et bien entendu, ça n'a rien à voir, mais le prince Mohammed Ben Salman, qui s'est mis à la tête de la lutte anticorruption, a lui-même acheté un château à Louvciennes pour une somme qu'on évalue à environ 450 millions d'euros, un yacht qui lui avait tapé dans l'œil dans la baie de Cannes et qu'il a acheté à son propriétaire dans les heures qui ont suivi pour à peu près une somme équivalente, et semble-t-il aussi un tableau de Léonard de Vinci dans une enchère à l'aveugle qu'il a opposé sans qu'il le sache au prince héritier d'Abu Dhabi, ce qui a fait monter le tableau à environ 450-500 millions d'euros, et il l'a généreusement offert aux Émirats arabes unis, mais cet argent avait été gagné à la sueur de son front, contrairement à tous ceux qui ont été arrêtés au Ritz-Carlton. Il a également procédé à l'arrestation de femmes qui s'étaient battues, qui avaient milité pour la liberté de conduire, puisque l'Arabie Saoudite avait cette particularité d'être le seul pays du monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Et le prince, assez tôt d'ailleurs, a été crédité de cette volonté de leur donner l'autorisation, et il a tenu parole, mais en revanche, il n'a pas accepté que d'autres que lui puissent en tirer le crédit, et donc ces femmes ont été soit contraintes à l'exil, soit ont été arrêtées, sans
et pas pour de petites accusations. Elles ont été accusées d'intelligence avec des puissances extérieures et des services de renseignement extérieurs étrangers, en l'occurrence principalement le Qatar, comme il l'a expliqué de façon très détaillée dans une interview donnée le 4 octobre, c'est-à-dire 2 jours après l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui dans cette même interview était un homme sorti moins d'1 heure après être entré au consulat. Il a marqué également son arrivée aux affaires publiques par l'inflexion de la diplomatie saoudienne de façon très agressive. Alors, j'hésite à parler de diplomatie, mais le déclenchement de l'opération Tempête décisive contre le Yémen le 25 mars 2015, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de son père, alors qu'il n'est alors que ministre de la Défense, mais c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui mène les opérations. Les télévisions le montrent devant l'état-major pointant sur les cartes les opérations à mener. Et on reviendra sur la guerre du Yémen. Les coalitions, donc il y a une coalition internationale d'une dizaine de pays, principalement arabes, mais également africains, qui sont censés mener cette guerre. Évidemment, l'Arabie saoudite est à sa tête. Et une autre coalition va être formée d'une trentaine de pays, 34 exactement, en décembre de la même année, donc 2015. Plusieurs des pays membres de cette coalition vont apprendre par la télévision qu'ils font partie de cette coalition. C'est le cas du Liban, c'est le cas du Pakistan, c'est le cas de la Malaisie, 3 pays qui manifestent des réticences pour en faire partie. Le Pakistan, d'ailleurs, le fera savoir de manière très nette, comme ils avaient refusé de participer à la coalition sur le Yémen par un vote du Parlement. Mais là encore, c'est l'Arabie saoudite qui est à la tête de cette coalition dite antiterroriste, c'est-à-dire essentiellement anti-iranienne, comme on le comprend en voyant les propos tenus. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces coalitions, semble-t-il, ont été confectionnées, organisées, sans demander la permission aux États-Unis et probablement même sans les avertir très longtemps à l'avance. Et c'est assumé publiquement par les défenseurs du régime, les intellectuels qui s'expriment en anglais dans la presse américaine. Il y en a 2 principalement qui soutiennent à fond cette nouvelle politique saoudienne. L'un s'appelle Nawaf Obeid. Il a été le conseiller de l'ambassadeur saoudien aux États-Unis pendant un certain nombre d'années et il écrit dans de nombreux think tanks. Et l'autre, c'est un journaliste qui a beaucoup travaillé dans tous les médias saoudiens, mais qui est également très proche de ce même ancien ambassadeur qui a été chef des services de sécurité de renseignement saoudien jusqu'en 2001, c'est le prince Turki Al-Faisal. Et il a été son conseiller quand il était également ambassadeur aux États-Unis. Ce journaliste s'appelle Jamal Khashoggi et il a inventé le terme de doctrine Salman pour expliquer comment désormais l'Arabie saoudite, devant le vide de leadership manifesté par l'administration Obama, prenait les choses en main et ne demandait plus la parole. Et dans ses écrits de l'époque, il est tout à fait, j'allais dire, convaincant. En tout cas, il cherche à convaincre que la politique suivie est vraiment la meilleure, non seulement pour l'Arabie saoudite, mais pour toute la région et pour les États-Unis. La nouvelle façon de faire du régime saoudien est illustrée également par le redémarrage d'une querelle ancienne, mais qui était plus ou moins endormie avec le Qatar, et qui se manifestera en juin 2017 par la rupture des relations diplomatiques et un embargo décrété sur les mouvements à la fois terrestres, maritimes et aériens en provenance et à destination du Qatar. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était vraiment très massif et très soudain, avec d'autres pays, c'est-à-dire l'Égypte, le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Et puis des menaces contre ceux des alliés qui peuvent exprimer ici ou là des critiques. C'est le cas par exemple des Allemands, dont les services secrets avaient dès 2015 publié une note sur leur site mettant en cause le comportement de Mohammed Ben Salman comme irresponsable et dangereux à cause de son tempérament. Cette note a été retirée et les Allemands sont excusés, mais plus tard, les Allemands ont voulu restreindre leur livraison de matériel militaire et du jour au lendemain, les hommes d'affaires allemands qui arrivaient en Arabie saoudite n'avaient plus de rendez-vous et les contrats en négociation étaient suspendus, etc. etc. Quand plus tard, la ministre suédoise des Affaires étrangères a fait une déclaration critiquant la guerre du Yémen, le tonnerre s'est abattu sur tout ce qui était suédois en Arabie saoudite.
Et puis vous connaissez tous ce qui est arrivé au Canada, dont la ministre des Affaires étrangères a également fait un tweet. C'était pas sur le Yémen, je crois que c'était sur Raif Badawi, puisque la femme de Raif Badawi est exilée au Canada. Et eh bien, les Saoudiens sont montés au rideau, ont annulé toutes les bourses d'étudiants pour les dizaines de milliers d'étudiants saoudiens qui étaient au Canada, ont menacé de supprimer tous les contrats. Certaines des menaces ont été mises à exécution. Et quand le Canada s'est tourné vers ses alliés, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, il n'a rencontré que le silence poli et gêné de ceux qui ne voulaient pas compromettre leurs relations avec l'Arabie saoudite. Et le dernier en date, c'est l'Espagne, dont le gouvernement actuel de Sanchez a voulu mettre fin aux livraisons d'armes. Compte tenu de ce qui s'était passé avant avec le Canada et l'Allemagne, c'était assez courageux. Et ça n'a duré que quelques jours avant que les Espagnols comprennent les conséquences pour leur économie de persister dans cette voie. Alors, Mohammed bin Salman frappe par son esprit de décision et par son énergie. Il travaille très tard la nuit, il décide très rapidement, là où l'Arabie saoudite nous avait habitués à des engrenages tournant extrêmement lentement, de façon à réunir un consensus qui associe toute la famille royale pour qu'enfin on puisse dire on va faire ça. Là, en quelques minutes, quelques secondes, ou dans le pire des cas, quelques heures, la décision est prise, ce qui impressionne et a beaucoup séduit aussi. Ce tempérament a été... Il existait évidemment, mais il a été encouragé par un autre dirigeant de la région, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, surnommé MBZ comme l'autre est surnommé MBS, qui s'est institué en quelque sorte le conseiller, voire le mentor de Mohammed Ben Salman, et qui lui a donné des conseils très pratiques, notamment si tu veux... D'abord, il faut avoir le soutien des Américains. Avec Obama, ce n'est pas la peine d'essayer, donc il faut voir le prochain. Le prochain, tu as le choix entre Trump et Hillary Clinton. Il vaut mieux essayer avec Trump. Et donc, on a vu, parce que ça a été révélé depuis par des livres publiés aux États-Unis, très très bien informés, comment, dès la campagne électorale, avant même que Trump ne soit choisi par la convention républicaine, il avait déjà été adoubé, encouragé et aidé par les Émirats arabes unis et leur réseau et l'Arabie saoudite. Et puis, si tu veux garder le contact avec les États-Unis, il faut que tu fasses quelque chose en direction d'Israël. C'est ta voie naturelle pour arriver à Washington. Et donc, de la même façon que les Émirats arabes unis, qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, ont des relations tacites, des échanges de renseignements, etc., l'Arabie saoudite en avait déjà d'ailleurs des échanges de renseignements, mais disons que les signaux envoyés étaient de plus en plus clairs après l'arrivée de Salman au pouvoir. Et tout ça a un fil rouge, c'est l'hostilité à l'encontre de l'Iran, de la République islamique d'Iran. Et Mohammed bin Salman, alors qu'il n'est encore que ministre de la Défense, va faire des déclarations disant « Nous n'allons pas attendre qu'ils viennent chez nous, nous allons porter la guerre en territoire iranien ». Et il n'est jamais revenu sur cette déclaration. Je reviens donc sur les relations avec les États-Unis. En fait, c'est des relations avec le clan Trump, et quand je dis le clan, je veux parler du clan familial, c'est-à-dire son gendre Jared Kushner, qui a fait de nombreux voyages dans les deux sens. Il avait aussi fait recevoir à la Maison-Blanche après l'élection Mohammed bin Salman, qui n'était même pas encore prince héritier. Mais je dirais les deux princes héritiers, entre guillemets, ont établi des relations extrêmement étroites, avec, dans l'idée de Kushner, d'obtenir le soutien saoudien au fameux plan de paix qu'il veut imposer à l'ensemble de la région, et notamment aux Israéliens et surtout aux Palestiniens. Et donc, il est important d'avoir le soutien des pays arabes, et notamment de l'Arabie saoudite. Et on se retrouve donc avec une sorte de triangle Arabie saoudite, États-Unis, Israël, dont les ingrédients sont l'Iran, le plan de paix, et avec Trump, c'est toujours extrêmement présent, l'aspect économique qui se décline sous deux angles, l'achat d'armements américains qui devrait assurer des emplois aux États-Unis pour un montant promis de 110 milliards de dollars,
et puis le maintien du pétrole à un cours relativement bas pour permettre à l'économie américaine et au pouvoir d'achat des Américains de passer à travers les mailles, surtout si ça se tend avec l'Iran. Et donc, il a fait pression sur l'Arabie saoudite, qui a dû s'y engager plus ou moins tacitement, ou même peut-être explicitement, à pomper suffisamment pour que les prix du pétrole ne montent pas trop haut. Et on verra, et je ne m'attarde pas là-dessus, que quand il y a eu les premières critiques américaines, y compris de Trump, après l'affaire Khashoggi, on a vu des déclarations partir de Riyad laissant entendre que le pétrole pourrait monter jusqu'à $200 le baril et qu'il pourrait installer une base russe au nord de l'Arabie saoudite et acheter des missiles russes et chinois, etc. Bon, tout ça n'était pas extrêmement crédible, mais ça montre en creux quelles étaient les promesses qui avaient été faites à Trump. Alors, comment ce prince a-t-il pu séduire ? Parce qu'il a séduit. Je connais beaucoup de gens, pourtant très qualifiés et qui connaissent très bien la région, qui ont été emportés par l'enthousiasme devant ce prince moderniste. C'est qu'en effet, il n'a peut-être pas d'idéologie, à part son pouvoir, on y reviendra, mais il avait une vision exprimée clairement sur le chemin qu'il voulait lui faire prendre. Donc, beaucoup moins d'influence pour l'établissement religieux, qui a longtemps été accusé d'entretenir le djihadisme, soit explicitement, soit par son discours. Une rénovation économique qui retirerait à l'Arabie saoudite la dépendance à l'égard du pétrole, c'est ce qu'ils appellent le plan Vision 2030, qui a été rédigé par un cabinet américain, McKinsey, qui a fait un plan économique clé en main, comme il l'avait fait pour les Émirats arabes unis. Bon, sauf que Abu Dhabi et Dubaï, c'est quand même plus petit que l'Arabie saoudite. La privatisation, puisque les emplois publics ne sont plus en mesure, qui dépendent des revenus pétroliers, ne sont plus en mesure d'absorber les jeunes Saoudiens qui arrivent sur le marché du travail. Et gardez bien à l'esprit que les jeunes Saoudiens, on parle de 10 millions de Saoudiens qui ont moins de 30 ans, sur une population d'environ 28 millions. Lui-même dit 60% ont moins de 25 ans, moins de 30 ans. Bon, ça donne des ordres de grandeur. On a une population qui est massivement jeune et très largement sans emploi qualifié. Donc, il faut parier sur la jeunesse. Et outre que c'est un calcul politique, probablement, sur le plan religieux ou idéologique, Mohammed Ben Salman n'en a rien à fiche du conservatisme qui a guidé le royaume jusqu'à présent. Et donc, il a permis l'ouverture ou la réouverture, parce qu'il y en avait eu dans le passé, de salles de cinéma. Il a permis l'organisation de concerts publics à Riyad, ce qui est une vraie innovation, que les femmes puissent assister aux mêmes événements sportifs que les hommes, donc une relative mixité. Et puis on l'a dit, l'affaire de la conduction, du droit de conduire les voitures octroyées aux femmes à partir du mois de juin 2017. Donc ça lui a assuré une vraie popularité dans la jeunesse, d'autant que ce côté dynamique, ça contrastait quand même sérieusement avec cette gérontocratie qui, depuis maintenant un certain temps, était aux affaires, parce que bon, tous ces dirigeants saoudiens ont été jeunes, mais c'était il y a longtemps, et comme ils se succédaient de frère en frère, forcément, le dernier des fils vivants du fondateur du royaume, Abdelaziz, était plus jeune que certains de ses neveux. Voilà, on avait ce côté en râteau qui descend, très compliqué, très bizarre. On a appelé ça la succession adelphique de frère en frère. Et donc lui, il arrive, il décoiffe tout. Et oui, ça séduit la jeunesse, ça séduit les dirigeants étrangers. Et il faut dire que des interviews menées dans la presse économique, Financial Times, The Economist, Bloomberg, etc., ça contribue aussi à lui donner ce visage de moderniste. Oui, autocrate, mais après tout, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'Arabie saoudite ? Il y a un petit côté Frédéric II de Prusse ou bien Catherine de Russie. Enfin, bon, on est dans la monarchie du XVIIIe siècle en Europe. Et après tout, ça fait de la réforme. Ça fait aussi des prisonniers, mais comme il y en avait déjà avant,
On ne va pas trop se préoccuper de ça. Et puis, il combat les islamistes. Quand il a organisé un mois avant la grande rafle, dans le même hôtel, le Ritz-Carlton, sa grande présentation du projet Neom, une ville nouvelle sur la mer Rouge, qui serait une smart city entièrement dédiée à l'économie, la modernité, même une modernité occidentale. On parle de plages où les expatriés étrangers occidentaux pourraient se baigner en maillot de bain, ce qui est évidemment impensable dans le reste de l'Arabie Saoudite. Bon. Eh bien, il dit sous les applaudissements que ces extrémistes religieux, on va s'en débarrasser, on ne va pas attendre 30 années supplémentaires. Donc oui, ça séduit les jeunes et ça séduit les Occidentaux qui voulaient entendre ce discours. Et donc, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Ce qu'il y a véritablement, c'est un changement de régime en cours en Arabie. Je ne dis pas que ça va durer. Ça, on n'en sait rien. C'est la question qui m'a été posée et je ne réponds pas encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train de changer complètement la nature du régime. On avait ce magma de plusieurs milliers de princes dont les principaux devaient être nécessairement consultés. Il y a 35 lignées officielles qui sont des descendants du fondateur du royaume à travers ses épouses successives, qui forment le conseil de famille, qui a été formalisé sous l'appellation de conseil d'allégeance en 2006 par le prince puis le roi Abdallah. Et puis, là, on a finalement le roi Salman qui a écarté tout, avec l'aide ou à l'instigation, comme vous voudrez, de son fils, tous ceux qui n'étaient pas de sa lignée. Et donc, au lieu d'Arabie Saoudite, on va plutôt aller vers une Arabia Salmania avec une descendance unique, peut-être ultérieurement, si on continue primogéniture. Ce n'est pas le cas de Mohammed Ben Salman, qui n'est pas, et de très loin, l'aîné des fils de Salman. Mais voilà, une monarchie à l'européenne du XVIIIe siècle, avec une branche unique. Les branches cadettes ne jouent qu'un rôle tout à fait secondaire, voire pas du tout. Un despote moderniste qui va faire entrer l'Arabie Saoudite dans une modernité qu'elle avait oubliée. Et puis, bien sûr, pour ça, il faut de l'énergie, il n'en manque pas. Il faut mettre au trou ceux qui s'opposent. Et les oppositions donc, sont effectivement arrêtées. Et dans l'opposition, j'ai dit à quel point ça ratissait très large, puisque le simple fait de ne pas soutenir de manière enthousiaste le prince est considéré comme de l'opposition. Et c'est là que j'en viens à Khashoggi, qui n'était pas un opposant. J'ai même dit que c'était un turiféraire de la politique de Salman et de Mohammed Ben Salman les premières années. Simplement, et il a même soutenu avec enthousiasme la guerre au Yémen. Simplement, bon, d'abord, il a vu beaucoup de ses amis se faire arrêter sans raison valable, et il a commencé à prendre peur pour lui-même. Ses articles n'étaient plus autorisés à la publication, donc il s'est exilé il y a un petit peu plus d'1 an. Et comme il parlait l'anglais, comme il était très bien introduit, il a tout de suite trouvé sa place dans les think tanks américains, dans les émissions de télévision en anglais comme en arabe, et sa tribune hebdomadaire, comme vous le savez, au Washington Post. On dit un peu abusivement que c'était un journaliste du Washington Post. Non, c'était un contributeur hebdomadaire comme il y en a d'autres. Simplement, lui, qui ne se considérait pas comme un opposant, venait du cœur du pouvoir. Et de ce point de vue-là, il représentait une menace tout autre que celle d'un intellectuel dissident, qui soit islamiste ou libéral, enfin, quelle que soit l'étiquette que vous voulez lui apposer. C'est quelqu'un qui, au nom même de la légitimité saoudienne, émettait des réserves et des critiques, non pas sur le régime, mais sur la manière dont Mohammed Ben Salman menait sa barque. Et non seulement Khashoggi lui-même était depuis ses plus jeunes années au cœur du pouvoir, mais son grand-père était l'un des médecins préférés de Abdelaziz, et un de ses oncles était fameux dans les années 70 en tant qu'intermédiaire pour les ventes d'armes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui savait de quoi il parle, il connaissait presque tous les secrets du royaume, et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'il avait dans l'idée de créer un mouvement politique. Et là, probablement, les signaux d'alarme ont retenti du côté du royaume. Alors, qu'est-ce qui peut dérailler ? Parce que là, quand même, il tient bien les choses, Mohammed Salman. Il a remplacé presque tous les chefs militaires et de sécurité, y compris d'ailleurs l'état-major, en leur reprochant de ne pas avoir réussi au Yémen, qui est une guerre qu'il était impossible de réussir. Or, comme lui s'était mis en avant, s'il y a un échec, c'est forcément que les chefs militaires n'étaient pas à la hauteur. Mais il tient maintenant l'appareil militaire. D'abord, il a provoqué l'hostilité de tout le monde.
de presque tous les pays voisins, à l'exception des Émirats arabes unis et de Bahreïn, une neutralité inquiète de Oman et du Koweït, et même l'alliance avec l'Égypte ne paraît pas aussi enthousiaste qu'elle l'était au début. Il a été recadré par son père, comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, sur la question de Jérusalem, des droits des Palestiniens et de la privatisation de 5% du capital de Saudi Aramco, qui aurait apporté 100 milliards de dollars de capital frais pour financer les projets de modernisation et notamment la construction de Neom. Mais quand vous voyez les investissements directs étrangers, qui sont quand même un signe quand on veut attirer des investisseurs, ils sont en chute vertigineuse. Ils étaient de 12 milliards en 2015, ils sont passés à 7,5 en 2016, et l'an dernier, ils n'étaient que de 1,4. Pour 2018, on ne sait pas encore. Mais ça peut se comprendre aussi, parce que quand les hommes d'affaires sont arrêtés sans fondement juridique, forcément, même si vous êtes tenté par les sommes en jeu, vous hésitez avant de vous investir à long terme dans l'économie saoudienne. Et donc, je conclus. Les conséquences de l'affaire Khashoggi sont nombreuses, mais encore mal maîtrisées. Quand on mise tout sur la relation avec Trump et son gendre, on court quand même plusieurs risques. Le premier, c'est que lui-même est assez fantasque et pas toujours fiable, donc il peut changer d'avis. Deuxièmement, il n'est en place que pour 4 ans, 8 tout au plus. Et là où... Hein, il en reste... Oui, enfin 2, oui, 4 au total. Voilà, 2 ou 6 encore à partir de maintenant. Contrairement à Netanyahou, qui connaît très bien les États-Unis pour un citoyen américain et y avoir vécu une longue partie de sa vie, Mohammed bin Salman sous-estime complètement le pouvoir du Congrès. Il méprise les élus américains. Or, même si le président américain a de très nombreux pouvoirs, notamment en politique étrangère, le Congrès n'en est pas dépourvu non plus, et manque de peau, la Chambre des représentants vient de passer sous majorité démocrate. Et non seulement ça, mais de nombreux élus républicains ont des doutes sur Ben Salman, et on parle maintenant de sanctions qui pourraient être préconisées par une commission bipartisane. Et ça, même Trump peut ne pas avoir les outils à sa portée, même un droit de veto, pour empêcher la chose. Les fuites de la CIA qui sont intervenues il y a quelques jours, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Je ne rentre pas dans les détails, je pense que vous en avez entendu parler, sinon on y reviendra. Même Trump n'est pas satisfait sur le pétrole, et la guerre du Yémen coûte très cher et ne mène nulle part, donc il voudrait que ça prenne fin. L'isolement du Qatar, Trump était enthousiaste au départ, puis il a vite changé d'avis. Et surtout, il voit que l'absence d'unité au sein du Conseil de coopération du Golfe, ça l'empêche de faire sa coalition qui permettrait de faire la guerre à l'Iran. Et donc, pour l'instant, il y a quand même ces points de désaccord. Congrès démocrate, j'en ai parlé. Tension avec le reste du monde, j'en ai parlé. Salman a-t-il changé d'avis sur son fils ? On pouvait se poser la question il y a 2 semaines. Même s'il a des doutes, le discours qu'il a prononcé hier au Majlis al-Shura, dans lequel il n'a même pas évoqué l'affaire Khashoggi, il a fait l'éloge de la justice saoudienne, montre qu'il n'a pas du tout l'intention de revenir sur la désignation de son fils. Donc la question est reportée à sa succession. Est-ce que le reste de la famille qui est mécontente de Mohammed bin Salman trouvera les moyens et le courage de s'unir pour refuser qu'il accède au trône ? C'est plein de points d'interrogation et franchement, même ma boule de cristal ne me donne pas la réponse. Il y a la question des forces de sécurité. J'ai dit qu'il avait changé une bonne partie des chefs des forces de sécurité, je crois près de 800 au total. Mais est-ce que ces forces de sécurité sont loyales à un bonhomme ou à la famille en général ? On peut se poser la question. Et si vraiment l'Arabie saoudite fait exécuter ceux qui ont assassiné Khashoggi, ça posera des problèmes de loyauté à ceux à qui il donnera plus tard des ordres équivalents, parce que exécuter les exécutants, c'est jamais très bon pour entretenir la loyauté. Donc peut-être que Mohammed bin Salman régnera 50 ans, ou peut-être qu'il ne régnera pas du tout. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, on aurait dû inviter aussi Madame Soleil pour avoir Ce sera difficile. une réponse. Ça sera, oui, c'est ça qui est compliqué maintenant. Enfin, c'est à vous. Alors, vous connaissez vous aussi la règle du jeu. Il y a un micro
si vous ne parlez pas dans le micro, les gens qui verront la vidéo ne comprendront pas la question posée. Voilà. Je vous en prie. Oui, pardon. Oui, et quid de Macron dans cette affaire? Apparemment, les Pays-Bas ont quand même eu une position un peu plus courageuse sur les ventes d'armes en Arabie Saoudite. Je réponds à chaque question Comme directement. tu veux. C'est toi qui... Alors, les Pays-Bas vendent moins quand même d'armement à l'Arabie Saoudite que la France. Et on a bien vu que la France, sur cette affaire, était, comme quelques autres, extrêmement embarrassée et ne se précipitait pas pour tirer des conclusions. Voilà. Il y a eu un communiqué, il a fallu attendre 11 jours pour qu'il y ait le communiqué franco-allemand. Et dans les déclarations prises individuellement, les déclarations allemandes vont beaucoup plus loin que les déclarations françaises. On croit même savoir que le ministre des Affaires étrangères actuel n'a pas pris connaissance des enregistrements qui ont été communiqués par les Turcs. Et il a dit ça quelques minutes avant que Justin Trudeau dise « mais nous, on les a eus ». Donc voilà. Et que Trump confirme d'ailleurs qu'il les a eus, puisqu'il n'a pas voulu entendre le son de la torture pour ne pas... Bon. Donc la France met en balance ses promesses d'achat, qui ne sont pas toujours concrétisées, ça reste très souvent des promesses, mais il y a quand même des achats. Pour être tout à fait juste, Macron a quand même joué, me semble-t-il, un rôle décisif dans la libération et la sortie par le haut du Premier ministre Rafik Hariri. Il était en voyage aux Émirats arabes unis et il a demandé à Mohammed Ben Salman d'organiser une entrevue qui s'est passée à l'aéroport de Riyad. Elle a été assez tendue. Et il a plutôt bien joué, puisqu'au bout du compte, il a permis à Rafik Hariri de quitter l'Arabie Saoudite, non pas pour le Liban, mais pour la France. Et après s'être refait quelques jours, il a pu retourner au Liban en triomphateur. Donc voilà, il y a les deux aspects des choses, mais la France n'est clairement pas en pointe dans la dénonciation de ce qui se passe en Arabie. Enfin, Olivier, la tradition du parrainage des Hariri est quand même bien établie. On imaginait mal Macron faire autrement. On imaginait mal. Oui, d'autres questions, je vous en prie. En dehors du pétrole, quelles sont les cartes économiques que le pouvoir saoudien, quel qu'il soit, peut jouer à l'avenir? Olivier? J'en vois deux, il y en a peut-être d'autres. Les achats massifs en armement, mais également les contrats d'infrastructures, de travaux publics qui peuvent faire travailler beaucoup d'entreprises du monde entier, pas seulement d'ailleurs les Français ou les Américains ou les Britanniques. Il y a aussi les Chinois qui sont sur le coup et quelques autres. Et puis son influence dans le monde sunnite qui reste considérable, même si tous les pays sunnites ne s'alignent pas nécessairement sur l'Arabie Saoudite, comme on l'a vu avec cette histoire de coalition, et comme on le voit de manière croissante avec la façon dont la Turquie de Erdogan s'affirme face à l'Arabie Saoudite, sans vouloir non plus rompre. Je n'ai pas détaillé non plus, mais les petites fuites, le goutte à goutte, comme on a dit, le supplice ottoman auquel il a soumis les Saoudiens pour qu'ils aillent d'un mensonge total à un mensonge un peu plus crédible. Le dernier en date étant le mensonge selon lequel ils ont tenté de le convaincre de rentrer au pays et que ça s'est mal passé. Mais sauf qu'ils n'ont jamais cherché à le convaincre de rentrer au pays. Bon, bref, mais il épargne le roi lui-même dans ses dénonciations, puisqu'il dit que Erdogan dit que l'assassinat a été prémédité au plus haut niveau de l'Arabie Saoudite, mais pas le roi. Le plus haut, mais pas le roi, on cherche bien et on voit de qui il s'agit. J'en profite, Olivier, même si ça déborde un tout petit peu. Est-ce que les ambitions d'Erdogan comme nouveau chef du monde sunnite, elles ont vraiment une réalité autre que intérieure turque? Est-ce qu'il y a qui que ce soit dans cette région qui pense qu'un jour Erdogan peut être le nouveau sultan ottoman, quoi? Non, peut-être pas, mais l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que le premier mandat d'Erdogan était fait sur le mode de la gouvernance et de la démocratie et de l'alternance. Et il a tenu parole. C'est à partir du deuxième mandat que ces tentations autoritaires ont commencé à prendre le dessus, qu'il a écarté les juges, etc. Puis
tout dernièrement, depuis 2 ans, la confrérie Gulen, qui l'avait pourtant aidé à arriver au pouvoir et à éliminer les juges et les militaires avant qu'à leur tour ils soient victimes de cette épuration. Et puis le soutien, quand même, l'axe avec le Qatar n'est pas négligeable. Le fait qu'il y ait une base militaire turque au Qatar et que au tout début de la crise du mois de juin 2017, les Turcs aient envoyé des soldats en nombre pour peupler cette base, a probablement éviter une invasion militaire du Qatar qui, semble-t-il, d'après ce qu'on a appris par la suite, et notamment de la bouche de l'émir du Koweït, était sur le point de se produire. Merci. Je vous en prie. J'ai lu ce matin un article qui dit que les ventes d'armes, depuis Macron, les ventes d'armes avec l'Arabie Saoudite avaient beaucoup augmenté, contrairement aux dénégations du gouvernement français. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont. Franchement, j'en sais rien, mais je ne sais pas ce qu'on appelle non plus vente d'armes. Est-ce que c'est la signature d'une promesse de vente ? Est-ce que c'est le contrat définitif ? Est-ce que c'est les premières livraisons ? Est-ce que c'est le paiement des dernières livraisons ? C'est une affaire qui... alors, il y a un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, Pierre Conessa, qui a fait un livre sur l'Arabie Saoudite assez sévère qui s'appelle... Dr Jihad et Mr Saoud, à moins que ce soit le contraire. Voilà, Mr Jihad, qui parle de ce contrat de 10 000, cette promesse de 10 milliards de contrats qui est toujours la même promesse de 10 milliards qui bouge d'année en année mais qui ne se concrétise jamais. C'est peut-être un petit peu sévère, mais globalement, je crois qu'il n'est pas possible de dire que les ventes d'armes spectaculairement ont augmenté au cours des 3 derniers mois, alors que les 10 dernières années, non. C'est une continuité. Oui, d'autres questions ? Et quelques petites questions. La machine à faire disparaître les gens, y compris les opposants, marche déjà, elle est bien rodée. C'est pas Khashoggi n'est pas le premier et pas le dernier. Il y a eu d'autres disparitions, y compris des jeunes étudiantes aux États-Unis et d'autres. Deuxième point, est-ce qu'on ne s'achemine pas du côté de Trump, comme il est cynique, à une conclusion à la Pilate, à Ponce Pilate. Après, c'est vos mœurs, messieurs les Arabes, vous entretuez entre vous, laissez-nous tranquilles, on passe à autre chose, passez-nous une commande suivante en armement. Il n'y a pas besoin de parler au futur. Depuis le début de cette affaire, on voit bien que c'est la tentation de Trump. Simplement, les fuites successives, les mises en cause d'élus, y compris républicains, et tout dernièrement les fuites de la CIA, l'empêchent de tourner la page aussi vite qu'il aurait voulu le faire. Mais on risque de se trouver dans une situation comparable à ce qui se passe avec la Russie. On voit bien que Trump voulait faire ami-ami avec Poutine et la Russie dès avant son élection et dès son élection et depuis le début. Et il est obligé d'assumer des décisions qui sont hostiles à la Russie, notamment les sanctions, tout simplement parce qu'il a un Congrès, y compris au Sénat d'ailleurs, où pourtant il a la majorité, qui ne le suit pas et même qui est très hostile à la Russie. Et on peut voir tout à fait quelque chose d'équivalent se profiler. Donc lui, il aimerait tourner la page. Il n'a pas arrêté de mettre en balance la mort de Khashoggi avec les 110 milliards de dollars de promesses de vente et les emplois pour les Américains et la stabilité de la région. Bon, stabilité, on pourrait en parler, mais... On voit que c'est une volonté contrariée. Voilà. Quant aux disparitions, c'est vrai qu'il y a des disparitions, ça peut remonter même aux années 70. Rappelez-vous l'affaire Mort d'une princesse. Plus récemment, d'ailleurs, il y a l'affaire des 3 princes qui vivaient en exil en Europe, qui ont été soit kidnappés, soit rappelés sous un faux prétexte et qui ont disparu sans plus faire parler d'eux. Soyons clairs, ce n'étaient pas des dissidents politiques, ce sont des gens qui avaient été mis de côté, qui étaient un peu aigris et qui du coup se posaient en dissidents. Mais c'était trop déjà. Mais ça a commencé sous l'ancien roi, ce n'était pas propre à celui-ci. Ce qui est très 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 extraordinaire dans l'affaire Khashoggi, c'est tous les ingrédients. Ça se passe dans un consulat. Le consulat, c'est fait pour protéger les ressortissants. Ça se passe en Turquie, chez le grand rival de l'Arabie Saoudite. Ils s'y prennent comme des pieds nickelés en arrivant par paquet de 2 équipes le même jour, par avion spécial. Ils se font prendre en photo partout. Ils couvrent. D'ailleurs, Trump lui-même a dit cette affaire-là, c'est un exemple en matière. Comment il a employé ça ? Cover-up. Ils ont été incapables de camoufler leurs traces.
En fait, c'est ça qui a choqué Trump, visiblement. Voilà. Donc, oui, c'est assez extraordinaire. Et puis, je dirais, on a beaucoup dit, mais c'est pas normal qu'on en fasse autant sur un seul bonhomme, alors qu'il y a des milliers de morts au Yémen. Par parenthèse, sur la guerre du Yémen, on cite toujours le chiffre de 10 000 morts. Ça, c'était le chiffre de l'ONU d'il y a 3 ans ou 2 ans. On en est vraisemblablement à 50 000 morts, sans parler des blessés, de la famine, du choléra, tout ça. Je ferme la parenthèse, mais c'est une grosse parenthèse. Donc c'est scandaleux de s'occuper d'un seul bonhomme alors qu'il y a tous ces morts au Yémen. Moi je pense que ce qui explique que le Yémen revienne à la surface, c'est précisément parce que l'affaire Khashoggi a déchiré le rideau. C'était trop, hein, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, etc. Juste une chose, Olivier, qui me paraît importante. On doit rappeler quand même, indépendamment des péripéties et de ce qui peut se passer à tel ou tel moment, que la première grande alliance des États-Unis dans cette région, c'est avec l'Arabie Saoudite, avant même Israël. C'est-à-dire l'alliance entre Washington et Riyad, c'est un des fondamentaux de toute analyse de la politique proche-orientale. Donc, on peut évidemment avoir des à-coups, on peut avoir des heurts, on peut avoir des moments difficiles, mais pour les deux partenaires, c'est quand même tout à fait incontournable, quoi. Elle est indestructible. Dans les usines qui fabriquent des avions, il y a des machines avec des vérins qui font plier les ailes, le fuselage, ils regardent ça en torsion, en traction, etc., pour voir quel est le point de résistance. Je prends cette analogie parce que ça s'est produit au moment du 11 septembre. Si l'alliance américano-saoudienne a résisté au déferlement de critiques et d'articles, dans les deux sens d'ailleurs, d'accusations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis après le 11 septembre, elle peut résister à tout et c'est indépendant des rois et des présidents. D'autres choses, je vous en prie. Oui, de prolongement de ce qu'a dit Olivier Dallage, il ne faut pas oublier que le bas de laine de l'Arabie saoudite, on parle de 110 milliards de dollars, contrats faramineux d'armement, on parle d'une bourse un peu courte pour accompagner la montée ou le maintien du niveau de vie des Saoudiens. Mais le bas de laine saoudien, c'est 1600 milliards de dollars, il était évalué. Donc c'est un ordre de grandeur au-dessus de tous les flux qu'on voit actuellement. Donc il y a de la réserve sous le pied. Deuxièmement, la situation de la France, c'est de fournir non seulement des munitions en flux tendu, de fournir des pièces détachées, mais c'est aussi de fournir de l'information, de la coordination, des ressources de coordination. Et donc ça qualifie, ça va un peu plus qu'une haute idée du service après-vente. C'est une situation de co-belligérance. Et ça, c'est très, très important à réaliser. Enfin, sur la question de l'avenir de MBS, je suis d'accord, bien sûr qu'on ne peut pas dire grand-chose. Ce qu'on voit, c'est que Trump dit qu'il n'a pas écouté la bande, mais qu'elle est effrayante, donc il semble se réserver la possibilité de faire une volte-face, mais même quand il a pris sa décision, il fait semblant de sous-peser des thèses éloignées, des thèses alternatives. Donc, probablement, il va rester. Mais s'il part, la toute petite probabilité qu'il parte, ça sera parce que ses alliés auront fait le constat que cet homme est dangereux pour eux sur le moyen terme, parce qu'il porte du risque en permanence, et que donc c'est une mauvaise gestion à court, moyen et long terme que de le maintenir. Est-ce que tu es d'accord, Olivier, sur que le plus gros danger va venir des alliés et que leur capacité éventuellement à dire à Salman qu'il faut changer de pied tout en restant tout à fait bon ami avec lui? Oui, je crois qu'en effet, il y a 3 facteurs essentiels. J'exclus évidemment l'idée que le prince lui-même décide de se mettre à l'écart. D'abord, commençons par la Turquie. Ils n'ont pas encore fait entendre les fameux enregistrements. On nous annonce toujours ce goutte à goutte qu'après nous avoir donné la substance de l'enregistrement,
l'enregistrement lui-même pourrait être mis à disposition. Et ceux qui font ça sont les journaux très proches de l'AKP, et donc on peut penser qu'ils sont nourris à la meilleure source. Donc si vraiment l'enregistrement en question met en cause MBS, ça va être extrêmement difficile. Mais vraisemblablement, le nom de MBS n'apparaît nulle part dans l'enregistrement, puisque ce qu'on a appris, c'est tu pourras dire à ton patron que, et on suppose que le patron c'est MBS. Donc voilà. Le second point, c'est les Américains, on en a déjà parlé. Et puis le troisième, c'est le roi Salman, mais il ne semble pas vouloir revenir en arrière là-dessus. Alors sur les deux autres choses, oui, la France est en état de co-belligérance puisqu'elle est au cœur du centre de planification des bombardements, ce qui permet à la France d'avoir beaucoup de renseignements aussi, donc étant au cœur, mais elle aide, comme les Américains le font, à choisir les cibles. Et donc, même si, comme tous les médecins qui assistent les tortionnaires disent c'est pour éviter que... c'est très très difficile de se dissocier des énormes bavures qui marquent la vague de bombardement. Quant au bas de laine, je suis un peu surpris du chiffre. Moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins que ça. Il y a 3 ans, on parlait pour le fonds souverain d'Arabie Saoudite de 750 milliards de dollars. Et la guerre du Yémen coûte extrêmement cher. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas si d'ailleurs quelqu'un le sait vraiment. Mais en tout cas, le fonds souverain, ses actifs ont fondu littéralement depuis 3 ans. Je ne sais pas à quel niveau ils en sont aujourd'hui, mais de dire qu'ils ont aujourd'hui 1600 milliards de dollars, ça me surprend. C'est possible, mais je crois qu'ils ont quand même beaucoup moins. En revanche, l'Arabie fait appel à l'emprunt. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des emprunts intérieurs et extérieurs. Et jusqu'à présent, ça reste encore une bonne signature. Donc ils peuvent encore financer, même à perte, leur guerre. D'autres questions là-bas? S'il vous plaît, j'ai 2 questions qui n'ont aucun lien. Je compare l'affaire Khashoggi avec la disparition du chef d'Interpol et je m'étonne qu'en même temps, le chef d'une grande organisation internationale, tout le monde trouve ça normal, on n'en parle pas, il doit être dans le goulag chinois et on ne s'y intéresse pas. La différence est énorme. Et puis alors, tout à fait autre chose, quel a été le rôle des Émirats et de l'Arabie saoudite dans les bouleversements éthiopiens, érythréens et peut-être somaliens? Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est grâce à eux que ça s'est dénoué, qu'une guerre civile est sans doute évitée en Éthiopie et que la paix est en train de se construire entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Bon, sur le premier point, je n'ai pas d'informations particulières sur ce qui est arrivé, mais je pense que vous avez raison hein, sur l'ancien directeur général d'Interpol. Enfin, je peux vous rassurer, nous, on en a parlé dans ma radio. Voilà. En ce qui concerne le rôle de l'Arabie et des Émirats dans les derniers développements de la Corne de l'Afrique, ce que vous dites, je crois, est vrai. Ça s'accompagne quand même d'une affirmation, notamment de la part des Émirats arabes unis, qui, pour être présents sur le sol, avoir des bases et voire donner des instructions aux autorités locales, qui ne va pas sans difficulté. Donc, c'est peut-être un petit peu tôt dans l'histoire pour savoir comment tout ça va se terminer. Donc, oui, ils ont joué un rôle dans une réconciliation, et il faut leur rendre ça. Et ils créent peut-être d'autres problèmes qui se développeront dans les années qui viennent. C'est un peu tôt pour le dire. D'autres questions? Peut-être par ici ensuite? Oui, bonjour. En fait, je suis Madame Mahfouz Magda, adhérente de l'aigle de Khashoggi autour du monde. Je vous remercie pour votre information très importante. Mais mon question aujourd'hui, en fait, en tant que Français, aujourd'hui, c'est Khashoggi. 2 ans avant, c'est Giulio Regeni, les jeunesses italiennes à l'Égypte. 3 ans avant, c'est des familles à Libye. Et avant, on a continué en fait. Tout ça avec le reportage de Human Rights Watch, avec Amnesty International, qui est vraiment justifié que l'armée française soit utilisée contre les manifestants pacifiques. Et aussi aujourd'hui, on parle sur l'armée et les liens de l'Union arabe avec la France, c'est avec l'économie. Mais aujourd'hui, où est la France de la valeur de la libération, la démocratie? Vous parlez sur le stable de la région arabe. Est-ce que vous trouvez qu'ils soutiennent des dictatures arabiennes dans ces pays comme les Sudètes arabes, comme l'Égypte, comme la Libye, dans tout le monde? Est-ce que vous trouvez qu'ils vraiment ils soutiennent les stables de cette raison, ou à la contraire, ils exportent les terroristes
la pays d'Europe comme la France. Et aussi, nous sommes en danger quand même. Merci à vous. Alors, je pense que la diplomatie oblige à avoir des contacts avec des pays dont les régimes ne sont pas toujours très sympathiques, parce qu'on ne peut pas se couper de l'ensemble de la planète, sauf 2 ou 3 qui ne font mal à personne, et encore, il faut les trouver. Donc, le fait d'être en pourparlers politiques et en négociation économique avec des pays qui ont des comportements dictatoriaux à l'intérieur, c'est une réalité qui est peut-être déplaisante, mais c'est la diplomatie. Moi, ça ne me choque pas. Je suis davantage choqué quand, au-delà des relations d'État à État, qui forcément font ce qu'on appelle de la réelle politique plus que de la morale, on va jusqu'à dire qu'un pays est une démocratie parce qu'il y a une élection, quand on sait que l'élection a été entièrement truquée et que les opposants n'avaient aucune chance de s'exprimer. Et là, je parle de certaines déclarations d'un ancien ministre de la Défense concernant l'élection du général Sisi en Égypte. On pouvait reconnaître Sisi comme le chef d'État de l'Égypte, parce qu'on traite avec des États, on n'était pas obligé de lui donner en plus un brevet de démocratie. Bon, on ne va pas se lancer dans un grand débat, mais je dirais que du point de vue de l'IREMO, évidemment qu'il faut prendre en compte les impératifs de la diplomatie, ça va de soi, et de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire aussi l'économie, les emplois, enfin bon. Mais il y a quand même dans la politique des présidents qui se sont succédés, et notamment en l'occurrence les 3 derniers, pour faire un bloc, il y a un certain nombre de choses qui, à mon avis, méritent d'être critiquées en tant que telles. Et puisqu'on parle de la région qui est le monde arabe, disons que la France n'a pas été là où il fallait au moment des révolutions arabes. Clairement. C'est-à-dire entre Madame Alliot-Marie, qui voulait fournir au dictateur Ben Ali de quoi réprimer son opposition, à ceux qui ont découvert que Sisi était un grand démocrate qui allait nous priver du danger que représentaient les frères musulmans, etc., etc., etc. On pourrait parler longuement. Il y a de quoi dire. Et je pense que, quelque part, c'est très important. Nous, on essaye d'y contribuer, d'ailleurs, l'IREMO. Il faut trouver un équilibre qui ne soit pas de la démagogie pure, évidemment, ce serait absurde, mais qui ne soit pas non plus, sous couvert de diplomatie, la tendance à entériner des choses qui ne sont pas entérinables. Moi, personnellement, alors là, je n'engage pas l'IREMO, mais je n'engage que moi-même, c'est-à-dire pas grand-chose, moi. Quand j'ai entendu la réaction du président Macron à l'affaire Khashoggi, franchement, ça m'a choqué. Franchement. On ne peut pas dire d'une phrase comme ça... on peut pas... C'est-à-dire, il y a une contradiction avec les envolées lyriques qui sont celles de notre président en matière de paix, de démocratie, d'Europe, de ci, de ça. Si on a un discours strictement réaliste, réel politique, on peut se faire comprendre. Mais si d'un côté on met le lyrisme et de l'autre côté des phrases très courtes, comme celle sur l'affaire des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, là on est vraiment dans quelque chose qui choque, je crois, une bonne partie de l'opinion. Il ne faut pas être sous-estimé. Les gens n'ont pas l'aptitude qu'on pouvait avoir autrefois à avaler quoi que ce soit qui sort de la bouche du président. Je vous en prie. Moi, j'ai une question qui paraîtra très élémentaire par rapport à tout ce dont on vient de débattre, mais est-ce que vous pourriez quand même nous dire quel est l'intérêt pour l'Arabie Saoudite de continuer cette guerre au Yémen ? Alors, l'intérêt objectif, nul. Mais tout ça n'est pas déterminé uniquement par l'intérêt objectif. Déjà, il faut comprendre que, j'aurais dû le mentionner s'agissant de Khashoggi, et c'est pareil pour le Yémen. Nous, on voit ça comme des affaires internationales qui interpellent le monde. Un Saoudien se fait assassiner dans son consulat à Istanbul. Non, pour le régime saoudien, c'est une affaire intérieure. Un sujet saoudien qui s'est permis de franchir certaines lignes
bon, peut-être qu'on s'est mal pris, peut-être que d'ailleurs les coupables seront sanctionnés, enfin, on se comprend. Mais c'est une affaire intérieure. C'est un sujet saoudien qui a insulté ou qui a critiqué son pouvoir, et ça s'est fait dans un consulat saoudien, ça ne regarde personne d'autre. Et ils ne comprennent d'ailleurs pas, enfin, celui qui a donné l'ordre n'a pas vu venir ce qui s'est développé après. Le Yémen, c'est pareil. Le Yémen, c'est considéré depuis toujours par les Saoudiens comme une affaire intérieure. D'ailleurs, quand le royaume saoudien s'est créé, il s'est créé 2 ans avant que les frontières définitives du sud, c'est-à-dire avec le Yémen, ne soient entérinées par le traité de Taïf. Et les armées d'Ibn Saoud étaient descendues jusqu'à Hodeïda, dont on parle beaucoup en ce moment, et c'est une canonnière britannique qui a mis fin à cette expansion vers le Yémen. Une légende veut que sur son lit de mort, Ibn Saoud rassemblant tous ses fils, leur aurait dit le bonheur du royaume réside dans le malheur du Yémen. Alors on ne sait pas si c'est vrai, en tout cas moi je ne le sais pas, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Yéménites pour douter que ce soit vrai. Et donc cette idée que ce qui se passe au Yémen, c'est une affaire intérieure saoudienne, c'est une des choses les mieux ancrées dans l'opinion saoudienne. C'est un journaliste saoudien qui m'avait dit ça il y a très très longtemps, mais pas comme un sujet de discussion, comme une évidence. Et d'ailleurs, les Saoudiens ont financé tant et plus les différentes tribus, mouvements politiques, sans considération pour l'idéologie. Quand vous pensez que ces dernières années, ils finançaient, peut-être qu'ils le font encore, les anciens dirigeants marxistes du Sud-Yémen qui s'étaient réfugiés en Arabie Saoudite parce qu'ils étaient séparatistes, quand vous pensez qu'ils ont financé Ali Abdallah Saleh, l'ancien président, qui s'est allié aux Houthis pour se battre contre son remplaçant soutenu par l'Arabie Saoudite, quand vous pensez qu'ils ont soutenu Cheikh Abdallah Al-Ahmar, qui était le président du parti Al-Islah d'obédience frère musulmane, même s'il n'est pas techniquement frère musulman, qui était le président du Parlement, mais qui est un républicain et qui s'était battu pour la République au Yémen lors du coup d'État de 62 du général Salal, au moment où les Saoudiens soutenaient l'imam Badr, qui est zaïdite, c'est-à-dire du même courant que les Houthis, qu'on appelle aujourd'hui chiites. Ça permet de comprendre la fameuse phrase « Si vous pensez avoir compris quelque chose au Yémen, c'est qu'on vous a mal expliqué ». Et vraiment, pour les Saoudiens, il n'y a pas de logique disant « je vais faire quelque chose qui va m'être nuisible ». Ils sont persuadés qu'ils font ce qu'ils doivent faire, même si c'est une impasse. Et j'ajoute enfin cette peur de l'encerclement iranien, et ils voient vraiment des Iraniens partout, même là où ils ne sont qu'en nombre très limité. Alors c'est vrai que les Iraniens là-dessus, les Saoudiens leur ont fait un beau cadeau, parce qu'en répétant tous les jours que les Houthis sont soutenus par les Iraniens, ça leur fait un succès d'influence auquel ils ne pouvaient pas rêver. Je voudrais quand même qu'on pousse un tout petit peu sur cet aspect-là, parce que visiblement dans l'argumentation saoudienne, on a l'impression que la guerre du Yémen est une guerre contre l'Iran par procuration. C'est-à-dire qu'on se bat contre l'Iran. Quelle est la réalité du rapport entre les Iraniens et les Houthis? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque? Est-ce que même sur le plan religieux, on peut dire que les haïdites sont des chiites? Non. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est quand même curieux là-dedans. Ils sont chiites et en même temps, les haïdites, alors je ne suis pas un expert en islam, mais tout le monde dit que leur pratique religieuse est beaucoup plus proche de celle des sunnites, en tout cas de l'une des 4 écoles, que celle des chiites duodécimains qu'on trouve à Bahreïn, dans la province orientale de l'Arabie, en Iran ou au Liban. En revanche, il y a une réalité dans le rapport entre les Houthis et les Iraniens, mais qui a très largement été démultipliée par les Saoudiens eux-mêmes. Du coup, effectivement, les Iraniens ont été tentés de venir au secours de gens qui emmerdaient leurs adversaires. Et les Houthis eux-mêmes se sont rapprochés des Iraniens. Ils ont tenté de leur livrer des missiles. Ils ont, semble-t-il, réussi à en livrer quelques-uns, mais l'embargo maritime fait le reste. Et de toute façon, il y a suffisamment d'armes au Yémen pour qu'il ne soit pas besoin d'en importer. Oui, s'il n'y a pas d'autres... Allez-y. Vous avez parlé des relations de la famille Trump-Jared Kushner, mais quel rôle joue dans cette administration
le vice-président Mike Pence, par ailleurs, fondamentaliste chrétien, et qui, lui, est inamovible. Ah, il sera même le remplaçant de l'actuel s'il est destitué. Il s'exprime très peu, mais je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il partage l'orientation très violemment anti-iranienne de l'ensemble de l'administration. Il s'exprime très peu, c'est-à-dire qu'il attend de voir de quel côté les choses vont tomber. C'est pas sûr qu'il soit l'un des plus ardents soutiens de Mohammed Ben Salman. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui estiment que, sans remettre en cause du tout l'alliance avec l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman est plutôt un obstacle, ce qu'on disait tout à l'heure. Et il est possible, j'allais dire probable, j'en sais rien, il est possible que Mike Pence soit de ceux qui le pensent, mais il ne va pas le dire publiquement au risque de s'aliéner Trump. Donc je ne peux pas répondre directement à votre question. Il reste un petit peu en arrière. En tout cas, c'est un des sujets sur lesquels je ne l'ai pas entendu s'exprimer. Et puis, j'ai l'impression que sa priorité, c'est surtout tout ce qui est lié à Israël, à la Palestine. Et la Chine. Et la Chine. Proche-Orient, et la Chine, par ailleurs. Mais le Proche-Orient, c'est effectivement très important pour lui. D'autres questions? Oui, ici. C'est une petite question un peu à côté, mais moi j'ai senti le nom de Khashoggi et tout de suite j'ai pensé que ce n'est pas vraiment le nom arabe, c'est plutôt en Turquie. Il y a des artisans de fabriquer des cuillères, c'est Khashoggi. Alors récemment, il y a quelques jours, j'étais en Turquie. Finalement, Erdogan, ça veut dire dans la population turque, quand même, il a dit finalement, ça éveillait de passer de l'empilotement. Alors peut-être Erdogan aussi, c'est ce genre de choses, il faut évoquer ou quelque chose comme ça, parce que plus on dit que ce mariage était avec, on dit, la femme turque. Alors qu'est-ce que vous pensez? Je ne pense pas que Khashoggi tenait à tout prix à retrouver ses racines turques et que c'est pour ça qu'il est allé s'installer avec une future nouvelle femme en Turquie. Je pense que il se considérait comme un Saoudien pur sucre. Oui, bien sûr, sa famille était d'origine turque, mais cela dit, vous avez par exemple une reine saoudienne, Thunayan, qui était aussi d'origine turque, c'était la femme du roi Faisal. Vous avez beaucoup de ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il faille y voir une aventure individuelle, comment je pourrais dire, philo-turque de Khashoggi. Il n'en demeure pas moins que ses penchants personnels étaient assez en phase avec la forme d'islam que représente l'AKP et que sa promise, si j'ai bien compris, est elle-même la fille d'un dirigeant ou en tout cas de quelqu'un d'important dans l'AKP. Voilà, je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin là-dessus. D'autres questions? Oui. Là, attendez, sans micro, c'est sans espoir. C'est à nous, on vous entend, mais pas à la caméra. Donc. Juste une remarque, cette affaire Kagoshi m'a fait beaucoup penser à l'affaire Ben Barka. Et Ben Barka et Béchir Ben Barka était aussi tombé dans un traquenard à Saint-Germain-des-Prés, là, à peu près. Et apparemment, lui aussi a été dissous dans l'acide. Moi, puisqu'on en est aux comparaisons, moi, ça m'a fait penser à un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Parce qu'apparemment, c'est à peu près ce qu'a dit Saoud Al-Qahtani, donc ce proche de Mohammed Ben Salman, dans la conversation Skype qu'il a eue avec les exécutants. Apportez-moi la tête de ce chien. Oui. J'ai lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai, que ce serait le frère de MBS qui aurait conseillé à Khashoggi, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, de se rendre à Istanbul, au consulat. Je ne sais pas si c'est... J'ai lu la même chose que vous, mais... C'est une fake news? Non, pas nécessairement. Il a dit après qu'il était ami avec Khashoggi et qu'il échangeait beaucoup avec lui, qu'il ne comprend pas pourquoi on essaye d'en faire, qu'il avait des désaccords, mais que tout ça c'était entre Saoudiens qui s'entendaient bien et tout. Ça paraît assez logique. Il a voulu obtenir un document administratif au consulat d'Arabie Saoudite aux États-Unis, et comme il devait se marier en Turquie, ils lui ont conseillé d'aller à Istanbul, et c'est là que le piège s'est fait. Oui, c'est possible, j'en sais rien.
Derrière, là-bas. Non, non. Je vous en prie. Deux questions rapides. La première, c'est par rapport aux réactions des milieux d'affaires saoudiens, pas forcément à l'affaire Khashoggi, mais en général à Mohamed Ben Salman et au plan Vision 2030. Comment est-ce que les milieux d'affaires saoudiens réagissent à ça? Comment ils se positionnent vis-à-vis de Ben Salman? Et dans le même esprit, moi je m'intéresse à un des hommes d'affaires qui a été arrêté, Mohamed El Amoudi, qui est saoudo-éthiopien. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations sur les raisons de son arrestation, s'il a été libéré, et les liens que ça pourrait avoir avec la résolution actuelle de la situation en Éthiopie, en sachant que El Amoudi est le premier investisseur privé en Éthiopie. Alors, question rapide, ma réponse va être encore plus rapide, je n'en sais absolument rien. En revanche, les milieux d'affaires, sans les avoir sondés, je peux imaginer qu'ils sont un peu sur la réserve quand ils ont vu ce qui arrivait à leur père, qui sont poursuivis pour corruption. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, il est assez difficile de faire des affaires en étant totalement à l'écart du principe même de la corruption. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous avez donné trop ou pas assez, ou pas à la bonne personne ? On n'est pas dans un état de droit et la sécurité juridique pour faire des affaires n'est pas encore la norme en Arabie Saoudite. C'est à mon avis ce qui freine aussi beaucoup l'investissement étranger. Les hommes d'affaires saoudiens, par la force des choses, ils doivent bien faire des affaires dans cet environnement-là, mais je pense qu'ils ont dû être échaudés par l'arrestation des 300. Une question, Olivier, qui me semble importante, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est qu'est-ce qu'on sait de la manière dont l'opinion, en tout cas l'opinion politisée, a réagi? Parce que tout à l'heure, tu disais que Ben Salman avait une bonne image avant tout ça, de réformateur, d'homme plus libéral, plus modernisateur, disons. Est-ce que ce qui s'est passé peut modifier l'état de l'opinion? Et est-ce que l'opinion a un rôle? Parce que j'ai quand même été frappé, j'y reviens parce que ça me tient à cœur, évidemment. Le fait que le roi ait désavoué, ou en tout cas mis en cause la décision de son fils en ce qui concerne Jérusalem, ça ne peut pas être interprété en dehors, à mon avis, d'une préoccupation sur l'opinion sunnite, enfin arabe sunnite en général. C'est-à-dire le fait qu'il y ait le sentiment que Jérusalem, c'est quand même quelque chose qui reste un élément sur lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, quelque part, il y a quand même ce souci de l'opinion, même si apparemment l'Arabie Saoudite n'est pas un pays où l'opinion pèse lourdement, quoi. Alors sur Jérusalem, il y a ça. Il y a aussi le fait que l'Arabie Saoudite se pose en leader du monde musulman et qu'on ne peut pas se dire gardien des deux lieux saints sans avoir un intérêt pour le troisième. Donc là, il y a une vision qui est davantage ancrée dans l'histoire et la géopolitique que manifestement son fils n'a pas bien intégré. Plus, probablement, en effet, la prise en compte de l'opinion saoudienne et peut-être de ses propres sentiments, je n'en sais rien. Sur l'opinion saoudienne, je n'ai pas vu d'études postérieures à l'assassinat de Khashoggi sur les effets sur la popularité de Mohamed Ben Salman. On peut juste penser que les Saoudiens sont ni plus ni moins intelligents que n'importe quel autre peuple et qu'ils ont entendu jour après jour expliquer que Khashoggi était sorti du consulat 1 heure après, qu'il avait disparu et qu'on ne savait pas où il était, que... oui, en effet, il a bien été tué dans le consulat à la suite d'une rixe avec des touristes de passage qui venaient se faire implanter des cheveux. La Turquie est très connue pour ça. En fait, non, il a été étranglé. C'est pas des coups de poing, il a été étranglé. Puis finalement, oui, il y a bien une équipe qui a été envoyée pour le convaincre de rentrer en Arabie Saoudite, mais il n'a pas voulu se laisser convaincre et quelqu'un a pris l'initiative malencontreuse de lui injecter un liquide et il a fait une overdose. Voilà, donc quand on entend tout ça jour après jour, c'est à chaque fois évidemment en réaction aux révélations turques. Je pense que les gens qui au départ étaient massivement convaincus que c'était un complot peut-être qataro-turc contre l'Arabie Saoudite se posent quelques questions. Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils sont au courant? Oui. Ils sont au courant parce que y a Internet en Arabie Saoudite et que d'ailleurs le taux de pénétration de Twitter et de Facebook est l'un des plus élevés du monde, et en tout cas le plus élevé du monde arabe.
Alors, les gens font maintenant un peu attention à ce qu'ils écrivent, parce que le fameux Saoud Al-Qahtani est à la tête d'une armée de trolls sur Internet qu'on appelle les mouches du Golfe ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il peut arriver quand même des choses très désagréables à ceux qui se font prendre disant des choses hostiles au pouvoir. Mais ils s'informent, bien sûr, ils savent. Alors, je crois qu'aujourd'hui, mais c'est par pure déduction de ce que je lis, hein, j'ai pas vu d'enquête d'opinion, les gens se disent, bon, il y a eu de tout. Et d'ailleurs, le roi lui-même l'a dit, il y a eu un complot pour assassiner Khashoggi. Et d'ailleurs, le vice-procureur est allé à la télévision expliquer ce qui ne se fait jamais en Arabie Saoudite. Donc c'est un effort de transparence, avec tous les guillemets qui s'imposent, assez extraordinaire. Donc oui, ils se rendent bien compte que leur pays a fait quelque chose de pas bien. Qui exactement, chacun doit avoir son avis sur la question, mais en revanche, il y a probablement une opinion encore assez largement partagée, je n'irai pas jusqu'à dire majoritaire, j'en sais rien, pour penser que les ennemis de l'Arabie Saoudite, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs, notamment l'Iran, profitent de la situation pour enfoncer leur pays. Et vous savez, il y a un élément, je ne l'ai pas dit, mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important, ce qu'incarne aujourd'hui Mohammed Ben Salman, c'est un nationalisme saoudien, exacerbé, outrancier. Mais c'est pas extraordinaire de voir une opinion nationaliste, surtout quand il y a autant de tensions autour. Et de ce point de vue-là, il peut se racheter auprès de l'opinion en jouant de la corde nationale, et il le fait. Une dernière question, sinon on termine là. Oui, je vous en prie. Non, il faut prendre le micro. Voilà. J'aimerais savoir quelles sont les relations entre MBZ et MBS et surtout quel est le rôle des Émirats. C'est quand même eux qui sont sur le terrain au Yémen. Est-ce qu'ils sont plus influents, moins influents? Ils n'ont pas les mêmes objectifs. On les traite comme une paire pour l'instant, mais c'est pas une paire. Olivier. Le rôle est celui que vous décrivez, il est très important. On a dit tout à l'heure que MBZ était le mentor de MBS. Cela dit, les Émirats arabes unis ont toujours aimé être un petit peu sous le radar. Or là, dernièrement, avec cette politique assez agressive, militarisée, expansionniste, voire colonialiste, si on veut employer les grands mots, qui se manifeste dans la Corne de l'Afrique, la petite Sparte, comme certains ont surnommé Abu Dhabi, commence à se voir beaucoup. Et c'est drôle parce que ça a été un des défauts dont a souffert le Qatar. Le Qatar avait un soft power extrêmement efficace jusqu'au moment où il a été perçu comme une menace. Et on peut penser que les Émirats arabes unis peuvent aujourd'hui être perçus par d'autres comme une menace d'ordre militaire. Et puis peut-être que MBZ, à force de laisser dire qu'il est le cerveau de MBS, ça va irriter le futur roi d'Arabie Saoudite. Pour le moment, en tout cas, leur désaccord sur les objectifs à suivre et même leurs alliances à l'intérieur du Yémen n'ont pas empêché que la coordination se poursuive. Est-ce qu'à un moment donné, les routes vont diverger? C'est très possible. Dans le passé, les Émirats ont tour à tour été des suiveurs très loyaux et obéissants à l'Arabie Saoudite et des rebelles qui se plaignaient. Ils ont même boycotté des réunions organisées par l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie convoitait un champ de pétrole dans la zone des 3 frontières. Donc voilà, c'est difficile à dire. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils vont faire un bout de chemin ensemble, puis à un moment donné, ils vont se séparer. Mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup à Olivier d'avoir resitué cette affaire Khashoggi dans un contexte un peu plus global et un peu plus de longue durée, ce qui permet de s'y retrouver un peu, hein, voilà. Mais on ne sait toujours pas jusqu'à quand. Quousque tandem, comme on disait. Merci à vous tous, au revoir.